Le film Air vous a menti et il est temps de rétablir la vérité. Salut à tous, c'est Arthur Bérandy et aujourd'hui, on va parler du fameux film Air qui est sorti récemment sur Prime Video. Je l'ai visionné pas mal de fois et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est un film qui raconte l'histoire de la signature de Michael Jordan chez Nike. Une signature qu'on a déjà évoquée dans beaucoup de vidéos de la chaîne et qui demeure l'un des plus grands coups de poker de tous les temps. Pour cette critique, je vais citer les événements dans l'ordre chronologique et je vous dirai à chaque fois ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, ce qui est bien dit et ce qui est mal dit. Je vais analyser chaque scène importante et vous présenter des anecdotes et des secrets que vous n'avez peut-être pas interprétés. Évidemment, je vais spoiler, donc si vous regardez cette vidéo en entier, je considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez de vous faire spoiler. Allez, maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti pour la critique. Et restez bien jusqu'à la fin de celle-ci, car c'est vraiment à partir de la deuxième partie du film que les incohérences commencent. Le film commence avec Sonny Vaccaro, joué par Matt Damon, qui sera le personnage principal de l'histoire. Dès le début du film, on nous précise l'année, 1984, et on nous montre un Sonny Vaccaro qui aime parier, mais qui en même temps ne parie pas n'importe comment. Il parie sur des stats très précises dans le basketball et gagne chacun de ses paris. Cette scène a donc pour but de nous montrer qu'il est un véritable expert en basketball et c'est vraiment bien fait. Juste après ça, on nous présente les entreprises en place à l'époque, comme Converse qui a 54% des parts de marché des ventes de sneakers, Adidas qui a 29% et Nike seulement 17%. Une mise au point qui nous montre que Nike a du chemin à parcourir pendant le film. S'ensuit une scène avec Howard White, un pilier de chez Nike, joué par Chris Tucker. Dans cette scène, il mentionne un point très intéressant, le fait que les gens portent du Adidas et du Converse pour imiter leurs idoles, et que Nike n'a pas ce genre de joueur dans le basket. Mais c'est alors que Howard White dira quelque chose d'absolument génial, qui servira de foreshadowing pour le futur de l'histoire. Le fait que pour parler à un joueur, il faut parler à sa maman. Pour info, un foreshadowing, c'est quand on mentionne un événement au début d'une histoire qui se déroulera bien plus tard. Un peu comme si un personnage prédisait l'avenir. S'ensuit alors une scène où Rob Strasser, joué par Jason Bateman, présente au comité les joueurs qui pourraient signer lors de la prochaine NBA Draft. La draft, pour info, c'est une sorte de loterie où la ligue répartit entre plusieurs équipes les meilleurs joueurs universitaires. Ok, j'ai expliqué ça très brièvement, mais en gros c'est ça. Et pour Rob Strasser, en 1984, c'est mort pour Hakeem Olajuwon, qui ne signera jamais avec Nike. Pour Sam Bowie également, car il a déjà signé avec Converse. Et enfin, Michael Jordan, c'est mort aussi, car il préfère Adidas. Nike doit donc sélectionner 3 noms entre la 5e et la 20e place de la draft, avec une enveloppe de 250 000 $. Et c'est là où l'histoire commence réellement pour moi, car ce qui se passe n'est pas du tout du goût de Sonny Vaccaro, qui va directement le faire comprendre à ses collègues. Lui veut Michael Jordan, même si à ce moment-là du film, ce n'est pas encore son obsession. Sentant que la réunion s'était pas bien passée, Sonny demandera plus d'argent à Phil Knight, joué par Ben Affleck, pour la section basketball de Nike. Ce qu'il refusera, car pour Phil Knight, le running est beaucoup plus important pour le moment. Et là, anecdote hilarante qui prouve bien l'excentricité et la créativité du personnage, on aperçoit Peter Moore qui fait du skate pour arriver chez Nike, alors qu'il a un super salaire. Et d'ailleurs, Phil Knight le rappelle bien. Il est aussi dit qu'il a l'air d'avoir 50 ans, alors qu'il en a que 29 en 1984. Aussi, pour les plus grands fans, vous aurez remarqué le petit clin d'œil du film à la Dunk. Une chaussure que vous connaissez bien, qui a également été designée par Peter Moore, et qui deviendra plus tard la chaussure de skateboard par excellence. Le fait que Peter Moore skate montre bien qu'en créant certaines de ses paires, il pensait inconsciemment au skateboard. Vient ensuite une de mes scènes préférées du film, quand Sonny Vaccaro regarde la télé et voit une pub avec Arthur Ashe, un joueur de tennis. Cette scène fait évidemment référence au fait que Jordan voulait être l'égérie d'une marque, et être au centre de l'attention comme un joueur de tennis, de golf ou un boxeur. Et Sonny Vaccaro, en voyant cette pub, s'est dit qu'il fallait faire de Jordan cette égérie. Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est le choix de la pub. Le documentaire The Last Dance sur Netflix avait choisi la même pub pour illustrer le même propos. Ce n'est sûrement pas un hasard, et c'est bel et bien un clin d'œil au documentaire. Pour convaincre Rob qu'il fallait signer Michael Jordan, Sonny lui montrera la fameuse séquence du panier décisif lors de la finale du tournoi universitaire de la NCAA. Il évoque notamment un fait que j'ignorais totalement, le fait que Dean Smith ait perdu 3 finales avant que Michael Jordan intervienne pour lui en faire gagner une. Aussi, Michael Jordan avait 18 ans à cette époque. C'était un exploit. Dean Smith a deviné avant tout le monde que Michael Jordan allait être un grand joueur et c'est bien montré dans cette scène. Et tout ceci est vrai, puisque c'est lui qui l'a poussé à aller en NBA le plus tôt possible. Mais hélas, le problème est toujours le même. Jordan est trop fan d'Adidas pour venir chez Nike et ne voudra même pas les rencontrer. Cependant, Sonny met les choses au clair. Il veut parier sa carrière sur Michael Jordan et c'est à ce moment-là que les divergences avec la réalité commencent. Dans le film, quelqu'un apporte un dossier avec le nom de Michael Jordan dans un bureau chez Adidas, alors que la priorité de la marque aux 3 bandes était Hakeem Olajuwon. Et Michael Jordan passait vraiment au second plan. Il savait qu'il allait venir et que c'était une opportunité, mais ce n'était pas l'opportunité du siècle pour eux, contrairement à ce que le film nous laisse entendre. Par contre, pour Converse, même si Sam Bowie les intéressait plus, ils voulaient vraiment Michael Jordan en second choix après lui. Donc là, tout correspond, on est ok sur la volonté. Après ça, Sonny part en Caroline du Nord pour rencontrer les parents de Michael Jordan, afin de les convaincre de faire signer leur fils chez Nike. La mère de Jordan, incroyablement jouée par Viola Davis, n'est pas très enchantée de le voir arriver, mais accepte de l'écouter. Sonny va alors faire un pari avec elle, si Adidas et Converse font exactement le même discours qu'il lui prédit, alors Jordan devra rencontrer Nike. La mère de
de Jordan accepte et Sonny s'en va. Dans cette scène, tout va bien. Après cette séquence, on accède à une scène hilarante où David Falk, l'agent de Jordan joué par Chris Messina, insulte Sonny de tous les noms et le jeu d'acteur est absolument génial. Cependant, tout ça a marché puisqu'il a décroché le rendez-vous et ce très vite. Dans la scène suivante, on voit enfin Peter Moore, joué par Matthew Maher, de face. Et celui-ci se comporte vraiment comme un génie, car Sonny lui donne des directives et il semble être tout de suite inspiré, voire possédé. Et là, ils se disent quelque chose de vraiment intéressant. La chaussure doit être un prolongement de l'individu. Et donc, la chaussure doit être celle de Michael Jordan et personne d'autre. On le savait déjà, mais j'ai trouvé la métaphore super. Mais c'est à partir de là que les incohérences majeures vont arriver. Ici, Peter, Rob et Sonny parlent déjà de l'amende de la NBA, alors que le contrat n'est pas signé, et que Michael Jordan n'a pas encore porté la Airship noire et rouge, la première Nike portée par MJ sur un terrain. Mais la chronologie, ce n'est pas ce qui est le plus grave dans cette incohérence. Non, le plus grave, c'est qu'il se soit trompé au niveau des couleurs. En effet, Rob parle d'une pub qui parlerait du fait que la Air Jordan soit interdite, et du fait qu'ils paieront les amendes. Et en disant cela, il veut qu'on ajoute plus de rouge sur la paire pour provoquer la NBA. Mais en vérité, ce n'était pas le rouge le problème, mais le noir. En effet, nos trois personnages semblent parler de la Air Jordan 1 Chicago, alors que c'est la Jordan 1 Bread qui a été interdite, car elle a une tige entièrement noire et rouge, sans aucune dose de blanc. La Air Jordan 1 Chicago, qui sera la seule paire présentée pendant le film, n'a jamais eu aucun problème ou aucune plainte de la part de la NBA. Encore pire, comme vous le savez déjà si vous suivez cette chaîne depuis un moment, la Air Jordan n'a jamais eu le moindre problème tout simplement, car c'est la Airship noire et rouge qui a été interdite, et pas la Air Jordan qui n'était pas prête à l'époque où Michael Jordan a commencé sa saison en 1984. Et après l'interdiction, Michael Jordan ne portera que la Chicago pour éviter d'énerver la NBA, et surtout Nike ne paiera pas la moindre amende. Ce qui fait que tout ce qui est raconté dans cette scène est du bullshit total. Ils ont vraiment tout mélangé. Ils auraient pu au contraire montrer que Nike a bien arnaqué tout le monde en inventant cette fausse rumeur vers la fin du film. Et aussi présenter l'agence Whedon plus Kennedy qui a quand même créé la fameuse publicité. Mais bon, j'imagine qu'ils ont fait ça pour le rythme et l'efficacité de l'histoire. Ensuite vient le meeting d'Adidas qui, contrairement à celui de Converse qui a été parfaitement décrit, a été complètement changé. Dans le film, Adidas semble vraiment vouloir signer Michael Jordan. Tandis que dans la réalité, Adidas croyait plus en de grands pivots comme Hakeem Olajuwon que Michael Jordan qui était un arrière. Pour eux, Michael Jordan était trop petit et ne les intéressait pas. Et c'est pour ça qu'ils ne s'aligneront pas sur la somme d'argent que Nike proposait. Et contrairement à ce que le film dit, cette décision vient bel et bien de Kate Dassler elle-même, qui tentait de montrer qu'elle était la chef par tous les moyens, quitte à mettre de côté tous ses collègues qui devaient l'aider à diriger l'entreprise. Bref, c'est dommage, mais je pense encore une fois que les scénaristes ont voulu changer quelques éléments de l'histoire pour rendre le film plus efficace. Ensuite, lors du meeting entre Nike et Michael Jordan, ils parlent des règles de la NBA tout en montrant la Chicago, ce qui prouve encore une fois l'incohérence dont j'ai parlé juste avant. Mais passons. Ensuite, en ce qui concerne le montant du contrat, il est faux. Ce n'est pas 250 000 $ par an que Nike proposera à Jordan, mais 500 000 $ par an sur 5 ans. Donc il y a une petite incohérence au niveau des chiffres. Mais encore une fois, je pense que c'est un choix des scénaristes pour plus de suspense. En quoi c'est mieux pour le suspense, me direz-vous? Parce que les conditions demandées ensuite par la mère de Jordan, les royalties sur les ventes de sneakers, sont beaucoup plus importantes et révolutionnaires que le contrat en lui-même. Et d'ailleurs, le film nous fait croire au même moment que Adidas s'est aligné sur les 250K. Vous l'aurez compris, rajouter le fait qu'ils ont augmenté le cachet à 500 000 $ par an au lieu de 250K aurait ajouté de la complexité pour rien et aurait enlevé la lumière à la partie du contrat sur les royalties sur les ventes de sneakers qui, elle, est vraie. Phil Knight accepte ensuite les conditions et ça y est, Michael Jordan signe chez Nike. Tout est bien qui finit bien et on nous fait un résumé de certains événements qui... Attendez une minute, pause. Y a marqué quoi là? Après avoir designé la Air Jordan 1, Peter Moore a eu l'idée de remplacer le logo avec une silhouette de Michael Jordan qui saute dans les airs. Quoi? Non, là je suis désolé, ils l'ont écrit sur l'écran carrément. Y a pas d'excuse. Cette phrase est fausse, archi fausse. Certes, Peter Moore avait une photo de Michael Jordan qui saute dans les airs au bord du lac Michigan. Oui, cette fameuse photo. Mais celui qui a eu l'idée de transformer cette photo en logo, c'est Tinker Hatfield, pas lui. À ce moment-là, Peter Moore était en guerre avec Rob Strasser contre Nike et essayait d'attirer Michael Jordan dans leur filet afin de créer leur propre marque. Non sérieux, je veux bien rendre hommage à Peter Moore, mais on peut pas écrire des choses pareilles dans un tel film. Bref, calmons-nous. Qu'est-ce que j'ai pensé du film au final? Bah j'ai kiffé, et en tant que sneaker addict, j'estime qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir eu un tel film. Franchement, le script, malgré les incohérences avec la véritable histoire de la signature, est génial. En tant que scénariste, je trouve ça incroyable. Et après tout, les changements sont normaux, car quand on parle d'adaptation d'une histoire, il y a toujours des changements pour donner plus de suspense et d'action à un film. Certes, sur la fin, c'est abusé, mais pour le film en lui-même, ça me gêne pas tant que ça. En tout cas, faites attention. Les films ne disent pas toujours la vérité à 100%. Donc avant de venir me dire dans les commentaires de mes shorts que je dis des bêtises et que le film R a la science infuse, vérifiez un peu vos sources. Je dis ça comme ça. C'est arrivé de nombreuses fois qu'un film qui raconte des faits réels diffère de la réalité dans certaines scènes. C'est même commun. Enfin, les acteurs sont géniaux, le casting est top, la lumière est top, on ne s'ennuie jamais. Bref, c'est un super film. Merci Amazon de nous avoir donné quelque chose d'aussi cool et je pense qu'il y a même la place pour faire un R2 avec l'histoire de l'arrivée de Tinker Hatfield qui est tout aussi intéressante que cette histoire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé critique.
like. Et si ça vous plaît, on en fera d'autres sur d'autres films liés aux sneakers. C'était Arthur Bérandy et à très vite sur Sneak On Air.